Voilà, chers téléspectateurs, nous venons de suivre ensemble le message du chef de l'État à la nation, message qui a émaillé tous les pans de la société, de l'agriculture à la culture, de l'économie à la politique, le sport, vraiment rien n'a été laissé au hasard. Entre bilan 2011 et perspective entre bilan 2010 et perspective 2011, un beau cocktail que nous allons tenter de savourer ensemble ici sur ce plateau. Avec moi pour diriger le débat, mon confrère Ibrahima Souleymane Ndiaye est nommé directeur de la télévision nationale. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, donc c'est parti pour une heure de débat. Une heure de débat donc plus court que d'habitude parce que vous savez que ce soir nous avons un écran extrêmement chargé. La soirée étant essentiellement festive, nous avons prévu plusieurs concerts en direct et que donc l'agencement de l'antenne a dû nous poser quelques problèmes et c'est pourquoi nous ne ferons qu'une petite heure de débat sur le bilan de l'année 2010 et sur les perspectives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ange, de la COF 2011, à travers le regard critique de nos invités, dont deux sont déjà avec nous sur le plateau. Et ce débat, comme chaque année, va être adossé sur le discours du chef de l'État que vous venez de suivre. Deux invités donc pour lancer ce débat, Aziz Sow, délégué général du Festival mondial des arts nègres, membre de l'Alliance SOPI pour toujours d'obédience gouvernementale, et Cheikh Seck du Parti socialiste, membre donc de l'Alliance Benno Siggil Sénégal. Leur succéderont ensuite Amadou Sall et Moubarak Lo, économiste. Alors, bonsoir messieurs. Vous venez de suivre ce discours du président de la République. Tout de suite, comment appréciez-vous, à travers un premier tour de table, les propos qu'ont tenus le chef de l'État ce soir? Merci Ibrahima, merci Ange. Bonsoir Monsieur Seck et bonsoir à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Moi j'ai relevé un discours mesuré, pondéré, calme d'un chef d'État qui a tiré un bilan d'une année, comme il l'a dit, assez chargée, très chargée à tout point de vue. D'abord, nous avons vécu l'une des plus belles années de l'Afrique. Première période, les 50 ans des indépendances. Ensuite, au beau milieu, nous avons vu la Coupe du Monde pour la première fois organisée en Afrique. Et là, comme il l'a annoncé à l'entame de son propos, nous clôturons d'ailleurs aujourd'hui, le 31 décembre, avec cette troisième édition du Festival mondial des arts nègres que notre pays a eu l'honneur et le privilège d'abriter. Tout au long du discours, le président de la République, par-delà l'énumération des nombreuses réalisations en cours et qu'il envisage notamment la finalisation en 2011 avec l'ensemble de ces stades comme il l'a annoncé dans toutes les autres régions du Sénégal, le président de la République a fait preuve quand même de beaucoup d'humilité, notamment pour ce qui concerne les difficultés dans lesquelles vivent les populations sénégalaises. Et pour cela, des propositions de solutions engagées depuis 2000, pour certaines qui tardent à se réaliser, pour d'autres extrêmement visibles par tous et qui nous permettent d'espérer que demain, 2011-2012, seront des années encore plus fastes et meilleures que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Chef. Merci beaucoup Ibrahima Souleymane. Moi je voulais tout d'abord saluer donc tous les Sénégalais, mais étant entendu que cette année a été marquée par la perte de grandes figures donc, de ce pays, notamment donc, le Khalif général des Mourides, Cheikh Mohamed Lamine Bara, le Khalif général de l'église Abbé Patrice Coly. Je voudrais donc présenter à toute cette famille donc, mes condoléances et souhaiter que de tous ces gens-là, que le bon Dieu les accueille donc, dans son paradis. Ceci étant dit, je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que ce discours n'a pas répondu à mes attentes. Il n'a pas répondu à mes attentes pour beaucoup de raisons. Le président a beaucoup parlé du FESMAN. Et ce FESMAN me pose énormément de problèmes quant au coût, quant à son opportunité, quant à son organisation, quant aux infrastructures qui ont été érigées ça et là. Je crois que nous y reviendrons tout à l'heure, me pose énormément de problèmes. Sur le plan également agricole, le président a parlé d'autosuffisance alimentaire.
ce qui pour moi n'est pas une réalité. Parce que ce sur lequel moi j'attendais le président, c'est qu'il puisse nous dire aujourd'hui, compte tenu du coût élevé de la vie, quand est-ce que les denrées de première nécessité vont baisser. Compte tenu donc des problèmes que nous avons aujourd'hui avec ce rationnement de l'électricité, quand est-ce que les Sénégalais vont avoir de l'électricité. Compte tenu également des inondations où des populations encore de la banlieue sont sous les eaux et vivent sous les eaux, c'était de nous dire à quand est-ce que cela va s'arrêter. Ensuite, les paysans aujourd'hui qui sont dans un désarroi total, où leurs récoltes sont entre les mains et qu'ils ne peuvent pas les vendre, je crois que c'est de cela qu'on attendait le président de la République, mais pas un discours aussi aérien où on parle d'autosuffisance alimentaire qui n'est pas réelle, on nous parle d'un FESMAN qui n'est pas opportun et qui a pu mobiliser des dizaines et des dizaines de milliards au moment où les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Je disais, actualité oblige, on va certainement commencer par le FESMAN. Aziz Sow, est-ce que l'organisation du FESMAN était opportune et à l'heure des bilans, s'il faut tirer un bilan, quel bilan tirez-vous? Merci Ange, mais permettez-moi de titiller un peu mon ami Cheikh parce qu'il est très mal placé pour dire qu'il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire parce qu'à vous voir, mashallah, tabar fakal, vous ne reflétez pas quelqu'un qui vit dans la faim. Et à vous voir, vous ne reflétez pas quelqu'un dont on rationne la vie, quelqu'un qui souffre de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Machallah, Dieu vous a prêté cela et je pense que beaucoup de Sénégalais chauffer un discours longtemps déjà entendu et c'est quand même assez délicat pour moi de vous entendre parler d'un discours aérien si l'on a entendu l'ensemble de l'énumération des réalisations. Mais venons-en à la première question sur le festival. J'ai cru comprendre que vous étiez du Parti Socialiste, donc héritier de Léopold Sédar Senghor. Ce que j'ai compris quand on a repris cette troisième édition du Festival mondial des arts nègres, c'est que l'ambition du président Senghor était de la rendre pérenne, pour que de façon régulière, tous les 3 ans ou tous les 4 ans, qu'on puisse faire un focus sur l'Afrique, sur ce que l'Afrique a de meilleur à montrer et faire en sorte que tous ces faux débats et ces fausses qualifications que l'on donne à l'Afrique, qu'on puisse les oublier. Allez sur Internet. Peut-être que des fois on parle de vous, de vos essais de marche, pour irriter un peu la population. Mais si vous allez sur Internet depuis bientôt 2 mois, et ce sera le cas 2 mois après, vous tapez sur Afrique, vous tapez sur Sénégal, c'est la joie, c'est la paix, c'est la concorde, c'est la réconciliation. C'est le fait d'avoir accueilli sur ce territoire pendant 3 semaines plus de 7000 participants venant de plus de 70 pays d'Afrique et de la diaspora. C'est, comme vous dites, l'argent investi au Sénégal, c'est dans quoi? C'est dans la réhabilitation d'infrastructures culturelles. C'est de l'argent donné aux entreprises locales. C'est de l'argent donné à des gens qui travaillent, qui ont eu des rémunérations. C'est des cachets d'artistes. C'est des cachets et des rémunérations données aux acteurs culturels. C'est des rémunérations aux transporteurs, etc. et d'autres. Il serait utile, comme un de nos amis nous l'a dit tout à l'heure quand on était dans la salle d'attente, qu'on fasse une étude sur l'impact économique du festival. Et vous allez être ébloui de ce que nous avons réussi à faire en si peu de temps. Mais venant de quelqu'un d'autre, j'allais pouvoir comprendre, écouter. Mais venant de vous, héritier de Senghor, vous êtes très mal placé. Ne vous faites pas embarquer par vos amis avec qui vous êtes dans la même coalition pour essayer de reprendre des arguments qui ne sont pas les vôtres. Ces arguments-là, ce sont ceux qui étaient dans l'opposition en 66 du temps de Senghor et qui sont avec vous aujourd'hui dans l'opposition. Et qui déjà en 66 critiquaient Senghor. En 77, ont critiqué le festival de Lagos et aujourd'hui, chemin faisant, associés avec vous, ils essaient de critiquer. Mais revenez à plus de raisons et acceptez quand même, si vous endossez la responsabilité de l'héritage de Senghor, acceptez quand même qu'il a été judicieux d'exhumer cette idée et d'en faire un focus aujourd'hui pour que le monde entier... Est-ce que cela veut dire qu'en tant qu'héritier, j'allais dire, pour reprendre le terme d'Aziz, vous vous désolidarisez de l'héritage de Léopold Sédar Senghor? Mais non, loin de là. Et je voudrais dire à Aziz que je ne donne pas l'impression, comme il le dit, de celui qui vit donc dans la faim. Mais n'oubliez pas qu'il y a... Dans l'opulence. Bon, mais n'oubliez pas que moi, je suis en tant que socialiste, j'ai une fibre rurale.
Et de surcroît, je suis président d'une communauté rurale. Donc je sais bien ce que je dis. Je dis aujourd'hui, le festival, nous disons oui, parce que le premier festival mondial a été organisé par Léopold Sédar Senghor. Mais le problème, la question qui se pose aujourd'hui, d'abord c'est Léopold Sédar Senghor. Il a été le grand absent de ce festival. Cheikh Anta Diop a été le grand absent de ce festival. Or, c'est deux personnalités qui devraient être donc au début et à la fin donc du festival. Cela n'a pas été le cas. Mais la question qu'on se pose, s'il vous plaît, c'est l'opportunité de ce festival. Au moment où les Sénégalais connaissent de réels problèmes de pouvoir d'achat, au moment où les Sénégalais ont des problèmes aujourd'hui pour vendre leurs récoltes, comme je l'ai dit chez les paysans, au moment où les Sénégalais ont des problèmes pour avoir une fourniture correcte, je dirais correcte d'électricité, au moment où les Sénégalais vivent encore dans les eaux, je dis le festival n'est pas opportun. Et d'autant plus que ce festival, quel est son intérêt? C'est donc la renaissance de l'Afrique, de montrer la dignité de l'homme noir. Je crois que nous ne sommes plus à ce stade-là. En 1966, quand Senghor organisait ce festival, le moment était opportun, mais aujourd'hui où le président de la première puissance mondiale, qui est l'Amérique, est un noir, je crois que nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'affirmer la dignité de l'homme noir. Et je dis encore à mon ami Aziz qu'il y a des difficultés, comme vous le reconnaissez, c'est bien, mais je dis qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés en ce sens qu'aujourd'hui, les 70 milliards dont on dit avoir dépensé, et Wade dit que c'est 5 milliards qui n'ont été dépensés, et là je vous renvoie la balle, il faudrait que les Sénégalais sachent le coût du Festival mondial de la jeunesse. Il faudrait... Oui. Là-dessus, 5 milliards, 40 milliards... Je vais vous poser une question, monsieur le ministre. Le festival est un festival culturel, mais c'est d'abord une activité économique. Et comme dans toute activité économique digne de ce nom, est-ce que vous avez eu un tableau de gestion prévisionnelle en vous appuyant sur des chiffres à l'entrée, des chiffres à la sortie, de façon à ce qu'aujourd'hui, si on vous interpelle sur ce plateau, vous puissiez nous dire, ben voilà nos chiffres à l'entrée et voilà notre impact économique. Merci, chef. La première des choses, vous êtes président de communauté rurale. Moi, je salue les membres de mon conseil rural, puisque je suis membre aussi d'un conseil rural, celui de Toubacouta. Donc, on est logé à la même enseigne et on vit les mêmes réalités. Et je suis en plus, non seulement un paysan agriculteur, mais je suis un éleveur. Pas simplement à mes heures perdues. Mon titre de Ardo le justifiant. Ce que vous avez dit est assez important. Vous avez dit tout à l'heure, avant de venir à votre question, Ibrahima, il y a eu absence de Senghor et de Cheikh Anta. Je me rends compte, comme vous me l'avez dit, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas suivi le festival. Parce que si vous avez suivi le festival, notamment à la cérémonie d'ouverture, vous allez voir que lors de la cérémonie d'ouverture, qui est le moment phare, focus, visionné par toutes les télévisions pratiquement du monde et vu par tout le monde, on a remis au beau milieu de la cérémonie d'ouverture le discours inaugural de Senghor de 1966. Doucement, attendez, arrêtons de grâce. 1. Vous avez dit absence de Cheikh Anta Diop. L'un des fils de Cheikh Anta Diop a été l'initiateur d'une des expositions sur les sciences et technologies dans le monde noir. L'épouse de Cheikh Anta Diop a été l'une des modératrices d'un des ateliers du forum. Tout au long, un de ses autres fils nous a assisté au niveau médical avec SOS Médecins et qui a participé activement. En dehors de ça, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec ceux qui représentent aujourd'hui l'héritage de Cheikh Anta Diop, qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et notamment à l'IFAN. Et nous avons réhabilité un certain nombre de ces choses. Ceci dit, revenons au coût. Oui, mais attendez, vous avez voulu entendre et l'impact économique. Voilà, Vous avez voulu reprendre un chiffre, 70 milliards, en disant que le président Wade l'a dit. Attendez, la presse, ce sont nos amis, mais ils ne reproduisent. Le président a dit le budget initial qui avait été prévu en 2008, quand la décision d'organiser le festival a été arrêtée, était de 70 milliards. Et l'Union africaine a décidé d'organiser la collecte de ces 70 milliards autour de 7 pays, dont le Sénégal et le Brésil. Chacun d'eux devant mettre à contribution 10 milliards. Chemin faisant, nous, quand on nous a confié l'organisation et la gestion, il y a de cela, nous nous sommes appuyés sur les premières estimations qu'on avait eues avec les acteurs, les cachets des artistes, le coût du transport, de l'hébergement, etc. Et on était arrivé à maximum 35 milliards. Pour nous, le fonctionnement devant être de 18 milliards
et le reste, la réhabilitation des infrastructures. Quels sont les autres pays qui ont participé au financement de ce festival-là? Nous avons le Brésil, nous avons le Cameroun, nous avons le Maroc, nous avons la Libye, nous avons l'Algérie, nous avons le Gabon, nous avons le Cameroun, je l'ai déjà dit, l'Afrique du Sud, plus les États-Unis d'Amérique. Mais lui, il a toujours l'impression que ça a été un beau gâchis. Revenons au coût et à l'impact économique. La gestion quand même du temps. Oui, mais allez-y. Vous êtes libre d'intervenir. Oui. On est dans un débat. Oui. Vous êtes libre. Nous ne sommes pas là pour vous gérer votre temps. Vous pouvez. Le budget de l'État a été dilapidé dans cette affaire-là. Je me rends compte que ce que je disais tout à l'heure, que les chiffres viennent de partout et différemment. Le président Wade a parlé de 5 milliards. M. Sow vient de parler de 10 milliards et de 35 milliards. Il vient de parler... Non, moi je crois que ce qui est important pour les Sénégalais, au-delà de toutes les considérations d'opportunités, etc., les Sénégalais ont besoin de savoir le coût du FESPAN. Oui. Pour savoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, des infrastructures ont été réalisées sur un site qui appartient au chef de l'État. Et des investissements, disons, de 7 milliards ont été faits sur ce site-là. Or, le président de la République, dans sa déclaration de patrimoine, n'avait pas fait état de ce site-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce site continue d'appartenir au président de la République? Que deviendront demain plus tard ces infrastructures qui ont été érigées dans ce site du chef de l'État? Ensuite, est-ce que ce n'était pas une façon ou une manière pour le chef de l'État de préparer déjà son budget de campagne, d'élection? Et je dis encore une fois à M. Sow que le FESMAN n'est pas opportun, qu'il y a des priorités au Sénégal. Et ce que vous avez dit sur Senghor, c'est à la cérémonie d'ouverture. Et c'est tout à fait normal. Et je me demande, est-ce que c'était de votre initiative ou des télévisions? Le fils de Cheikh Anta qui était dans une salle en train de modérer. Ça, c'est vous qui le savez, mais le peuple sénégalais ne le sait pas et il ne l'a pas vu. Je dis c'est des personnalités qui devraient être au début, au milieu et à la fin du processus du FESMAN. Cela n'a pas été le cas. Et ensuite, je dis, sur le plan économique aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin de savoir quand est-ce que vont arrêter les coupures d'électricité. Quand est-ce que, parce que ce budget, si minime soit-il, aurait pu contribuer à démarrer la campagne de commercialisation agricole, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les industries, les camions sont garés, il n'y a pas d'argent. Les opérateurs stockeurs, l'État leur doit de l'argent, il ne peut pas les financer. Et vous dites que le FESMAN a été opportun. Je dis, même si l'idée a été bonne, moi je doute de son opportunité et c'est de l'avis de tous les Sénégalais aujourd'hui, les paysans en particulier, mais également nos pauvres paysans, nos pauvres compatriotes de la banlieue qui vivent encore dans les inondations. Une chose, quand vous parlez de chiffres, il faut donner vos sources. Quand j'ai dit le budget initial était de 70 milliards et qu'on l'avait réparti à 7 pays, dont le Sénégal, ça veut dire que dans le budget initial de 70 milliards, on avait demandé au Sénégal de contribuer à hauteur de 10 milliards. Quand nous, on l'a ramené à 35 milliards estimés, répartis entre 7 pays, la part du Sénégal se trouve réduite d'autant. Donc, 5 milliards. Et vous avez dit 10 milliards. Attendez, vous avez dit 10 milliards ça c'est le budget. C'est le budget. Je vous le concerne. Voilà, entre vous avez budget dit et réalisation, il y a une 10 marge. milliards. Oui, monsieur Seck. Donc, la part du Sénégal, que le Sénégal a mis de sa poche comme étant sa contribution, est de 5 milliards. Maintenant, tous les autres apports, nous venant de l'extérieur, que nous injectons... Alors que l'État doit 4,3 milliards aux opérateurs stockeurs pour démarrer la campagne. Très bien. Mais on met 5 milliards... Est-il plus opportun pour verser 5 milliards? Sec. Et je doute de ces chiffres-là parce que... S'il vous plaît, vous doutez, je suis entièrement d'accord, c'est votre droit. Moi, j'ai été chargé, je suis chargé jusqu'au 31 décembre, de son organisation et de sa gestion. Avec le ministre de la Culture et Sindiély, évidemment. Oui, de l'organisation, c'est la délégation générale. Je suis le délégué général, je suis chargé de son organisation. Oui, mais Sindiély est plus apparent quand même, M. Sow. Oui, s'il vous plaît, revenons. Elle est mon adjointe. D'accord, allez-y. Deuxième chose, je reviens à la chose. Donc 5 milliards du Sénégal. On reçoit des contributions de l'extérieur qui viennent où? Au Sénégal. Dans l'industrie sénégalaise, dans le transport, dans l'alimentation, dans les systèmes de santé, dans la restauration. Oui, mais ça c'est théorique, mais donnez-nous l'impact réel. Quel est aujourd'hui l'impact économique mesuré avec des indicateurs précis, comme vous le dites, qu'il y a 5 milliards. Quel est aujourd'hui à peu près l'impact économique réel de ce festival? Et sur le plan, quel a été également ses retombées sur le panier de la ménagère? Alors, les retombées sur le panier de la ménagère, c'est-à-dire que vous avez dans toute cette masse des salaires
et des salaires qui sont affectés à des locaux, des Sénégalais. Quand vous dites l'impact sur le panier de la ménagère est financé par quoi? Par les salaires, par les revenus. Et ces revenus, ils ont été versés à qui? À des Sénégalais. Alors, il semble qu'il y a une étude qui a été déjà commanditée sur l'impact économique de ce festival. En attendant de publier les résultats de cette étude, on va parler de toute autre chose, Ibrahima. Oui, on va parler peut-être du seuil de pauvreté franchi, du seuil de pauvreté qui a été franchi au Sénégal. Le président de la République annonce que de 500 $ en 2000, aujourd'hui, le Sénégal est à 1350 $ par habitant. Bon, beaucoup de Sénégalais ne ressentent pas, Monsieur le ministre, ne ressentent pas cette augmentation du niveau de vie, ou du moins, question fondamentale, la richesse est-elle alors mal répartie? Mais vous savez, dans tous les pays du monde, on ne peut pas répartir les biens et autres de façon équitable. D'ailleurs, l'équité n'existant nulle part. Une chose est certaine, c'est que si vous interrogez vos amis paysans, vous êtes de zone rurale, comme moi, vous allez vous rendre compte de l'évolution du niveau de vie. Si vous interrogez vos amis des zones urbaines, les salariés, vérifiez voir l'évolution des salaires depuis 2000 jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça a été? Aujourd'hui, dans ce qu'on dit, nous sommes passés de 500 $, qui est le seuil de pauvreté au Sénégal, à 1350 $ en 2010 par habitant. Cela signifie que normalement, nous ne devons plus dépendre de l'aide publique au développement. Les conventions que nous avons signées avec les grandes organisations internationales, notamment avec le FMI, depuis bientôt plus de 3 ans, c'est juste dans l'encadrement budgétaire sans apport financier. Ça veut dire que nous-mêmes, Sénégalais, nous sommes capables, avec les ressources propres internes dégagées, à pouvoir financer notre développement et l'investissement et le fonctionnement. Ce que nous n'avions pas... Oui, mais M. Sow, là, je suis désolé, parce que quand vous parlez d'amélioration du seuil de la pauvreté, moi j'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce que le Sénégalais lambda, ce qu'il vit, la situation qu'il a vécue jusqu'en 2000 et aujourd'hui de la situation qu'il est en train de vivre. Vous prenez simplement une petite comparaison. En 2000, la bonbonne de 6 kg de gaz coûtait 950 francs. Aujourd'hui, il coûte 4000 francs. Vous prenez l'huile qui coûtait à peu près 450 francs. Il coûte aujourd'hui 1500 francs le litre. Vous prenez le sac de riz qui coûtait 9000 francs. Il coûte aujourd'hui 18 000 francs. Et concomitamment, étant entendu que 70% de la population sénégalaise est rurale, mais on n'a pas les prix de l'arachide n'ont pas suivi. Parce que le prix a stagné depuis quelques années. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et vous dites que la situation s'est améliorée. Et jadis, jusqu'en 2000, la somme qui était injectée en milieu rural, c'était de l'ordre de 80 à 120 milliards. Aujourd'hui, les sommes les plus grandes qui sont injectées en milieu rural, du point de vue d'achat et de commercialisation des produits agricoles, ne dépassent pas 20 milliards. Et cette année encore, ça a été la catastrophe, parce que je vous dis, jusqu'à ce jour, la campagne de commercialisation n'a pas encore réellement démarré. Alors et vous dites que le pouvoir d'achat des Sénégalais a augmenté. Je dis, je suis désolé. Mais vos chiffres ne me surprennent pas. Parce que des chiffres qui sont concoctés quelque part. Parce que quand le président de la République se permet de dire que le Sénégal a atteint l'autosuffisance alimentaire, mais je me pose la question de savoir de quel Sénégalais il parle. Ce n'est pas le Sénégalais, en tout cas moi, de chez moi, de Ndindi, ou de Mbadakhoune, ou de Nguyen, ou même de Toubacouta, où les Sénégalais aujourd'hui, devant la Tabaski, devant l'ouverture des classes, devant la Tamkharit, n'ont pas pu vendre les arachides, ils étaient obligés de le brader à un prix de 80 francs, alors que le prix officiel est de 165 francs. Alors vous pensez que les chiffres ont été tronqués en termes de production de riz au Sénégal? Quelle est la situation actuelle? Nous sommes partis d'une capacité de production annuelle de 150 000 tonnes par an. Aujourd'hui, tous nos besoins estimés ne dépassent pas 700 000 tonnes par an. Nous sommes à 650 000 tonnes de production nationale. Je suis désolé. Bon, je suis désolé. Si vous voulez. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui. Depuis l'avènement de l'alternance, aucun hectare n'a été aménagé de plus dans la vallée du fleuve Sénégal. Et je défie quiconque. Tous les aménagements ont été faits sous le régime socialiste. Deuxièmement,
Aujourd'hui, la production nationale n'atteint pas 650 000 tonnes. Avec l'analyse des intrants qui ont été mis à la disposition, les superficies qui ont été emblavées, il est techniquement impossible d'atteindre 650 000 tonnes. Parce que vous nous sommes de l'ordre de 300 et quelques mille tonnes. Et même ce riz-là, aujourd'hui, entre les mains des paysans, il ne peut pas le vendre. Parce que le Sénégal préfère, du point de vue du coût, etc., le riz importé qui est là et qu'il semble mieux apprécié du fait qu'il n'y a pas une différence sensible entre les prix. Alors, visiblement, ces deux positions cristallisées. Et on va passer au troisième volet de discussion avant de recevoir nos deux autres invités. Parce que là, on va épuiser le temps qui vous était imparti. Les élections présidentielles. 2011, nous allons entrer dans une année préélectorale. Et déjà, beaucoup de polémiques pointent à l'horizon. Je pense que le président de la République a tenté de donner quelques assurances sur le système électoral, le fichier. Est-ce que vous pensez que l'atmosphère aujourd'hui, parce qu'il est très passionné au Sénégal en général, les veilles d'élection, est-ce que vous pensez que l'atmosphère est suffisamment sereine pour que les politiques sénégalais puissent s'engager tranquillement dans cette période préélectorale? Je n'ai pas de doute là-dessus, parce que nous avons vécu des situations pires d'un point de vue tension. Ce que nous avons vécu en 2000, je ne pense pas qu'on puisse le vivre à nouveau au Sénégal. Parce qu'en 2000, c'était d'une tension extrême. Heureusement, on s'en est sorti. Le peuple sénégalais a décidé librement. Le choix a été fait et les institutions ont continué à fonctionner. Donc, le débat politique permanent auquel nous assistons depuis la création du Sénégal, c'est quelque chose qui est récurrent. Et tous les mots, les rencontres, les discussions et les échanges ont parfois créé des violences quand même. Oui, mais si on analyse quand même depuis 2000, il y a eu moins de violence au Sénégal d'un point de vue politique qu'avant, depuis 2000. Et ça quand même, disons alhamdoulilah. Et je ne vois pas où, dans l'environnement politique dans lequel nous sommes, malgré les extrémismes de part et d'autre, on puisse penser à des situations, disons, catastrophiques. Pour l'instant, ce qui pouvait poser problème, c'est que la date de l'élection présidentielle, elle est arrêtée. Personne ne peut douter, même si on peut continuer encore à le dire, que le système électoral mis en place n'est pas fiable au point de pouvoir garantir des élections transparentes. Donc tout est enclenché. Les candidatures sont en train de s'affiner. Nous, de notre côté, c'est clair et arrêté. Et de votre côté, nous souhaitons que vous puissiez arriver de même. Et ensuite... Et vous êtes aussi serein? Non, je suis tout à fait plutôt pessimiste. Pessimiste en ce sens que toutes les décisions en matière électorale sont prises unilatéralement par le président de la République. Même cette convocation, cette fixation de la date des élections, constitutionnellement, n'est pas normale. La deuxième chose, quant à sa candidature elle-même, aujourd'hui, d'après la Constitution, Wade ne peut plus être candidat. La Constitution avait été faite, votée par référendum. Wade a déjà eu 2 mandats. Il ne peut pas avoir un 3e mandat. Constitutionnellement, donc, ça pose un problème aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le PD se trouve dans une situation avec ce problème entre Wade et Idrissa Seck. Mais également, le fichier électoral pose beaucoup de problèmes. Et nous souhaitons que l'audit qui est entamé puisse se terminer très bien. Mais nous nous disons que, au vu des hommes qui ont été choisis pour manager le processus électoral, nous émettons des réserves. D'abord, le ministre de l'Intérieur, sur sa personne, nous émettons des réserves. Voilà quelqu'un qui, en 2007, a mis en place un système donc, de fraude et de vraiment qui a conduit à l'élection de Wade, mais de façon frauduleuse. La deuxième personne, le Conseil constitutionnel. Et ça, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Parce que Cheikh Tidiane Diakhaté, qui a été nommé au Conseil constitutionnel, nous avons vu ce qu'il a fait avec les élections locales. Et je suis très bien placé parce que je suis le président de la commune rurale de Ndindi. Et les problèmes d'Indindulo ont été au début et à la fin de tout le processus électoral, donc des élections locales. Voilà quelqu'un qui, devant une forclusion, donc constatée par la Sénat, la Cour d'appel, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée et a fui devant ses responsabilités. Il a laissé le PDS qui était fort clos a pu participer aux élections malgré les injonctions qui ont été données par la Cour suprême. Mais malgré tout cela, ils ont été battus, ils ont été laminés et le Benno a donc pu prendre les rênes du pouvoir. Et sur les 10 communautés rurales dont il était question, les 7 sont aujourd'hui dirigées par la coalition Benno Siggil Sénégal. Alors ne serait-ce que sur ces hommes, mais c'est également sur la rupture du dialogue, qui était donc un fort des Sénégalais. J'émets des réserves et je dis les conditions ne sont pas aujourd'hui réunies. Il faudrait
qu'on revienne au dialogue, que Wade revienne à la raison et que dans son parti quand même qu'il puisse émerger des jeunes. Je serais très heureux que M. Sow soit le candidat donc du PDS. Et je voudrais moi lui poser la question de savoir si tant est que Wade était donc son papa, est-ce qu'aujourd'hui on lui confierait la dépense quotidienne donc de la maison à 90 ans? Alors, en attendant que M. Seck puisse, que Aziz puisse répondre à la question posée par M. Seck, nous allons vous remercier pour votre participation à ce débat. Merci. Parce que le temps qui vous était imparti étant arrivé à son terme, nous allons accueillir Moubarak Lo et M. Sall. En attendant, Aziz, vous répondez à Cheikh. Aziz avait pris la parole le premier. Oui, mais je vous avais dit au départ, il n'y a pas de... Il ne faut pas prendre la parole le dernier. Je vous disais, on n'est pas là pour gérer. On n'est pas dans un débat, sur un plateau politique réglementé par le Sénéra. On est dans un débat de fin d'année. Non, on ne gère pas ces... Pour vous rassurer, voilà, Monsieur Seck, nous sommes entre Sénégalais et entre gens totalement civilisés. Quoi qu'on dise, quelle que soit l'âpreté de nos discussions et de nos débats, ça quand même c'est une qualité sénégalaise. Je regrette si vous avez quelques réserves, mais honnêtement, machallah, je vous remercie pour la qualité de votre débat. Sur la candidature du président Wade, qui mieux que le Conseil constitutionnel peut décider? Si maintenant, en plus de ça, vous voulez rejeter ce Conseil constitutionnel, on va vers le syndrome de 2007. 2007, vous aviez dit, le fichier n'est pas bon, les conditions ne sont pas réunies, on n'aura pas des élections libres ni transparentes, on n'y va pas. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé. 2009, vous vous êtes quand même présenté et aujourd'hui, vous êtes satisfait des résultats que vous avez eus en 2009 sur la base de ce qui s'est passé et exclusivement sur la base des mêmes instruments que 2007. Et en 2009, vous étiez satisfait du processus électoral. Aujourd'hui, on va déjà vers des réserves. Le ministre de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel pour préparer la défaite. Et si demain il y a défaite, ils vont dire parce que le système n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder, qu'on fasse confiance aux institutions de la République et qu'on se dise demain sera un jour normal à tout point de vue, disons pour les élections, et que le résultat qui en sortira sera celui qui sera validé par le peuple sénégalais. Voilà, donc Aziz, un dernier mot. Je sais que vous allez nous prendre beaucoup de temps ce soir avec la clôture de votre festival. Aragon à Dakar? Aragon à Dakar ce soir tout à l'heure au Méridien Président. Mais surtout ce qui est le plus intéressant, c'est que tout à l'heure vous avez deux plateaux, je ne sais pas comment vous allez le gérer. Nous allons le multiplexer comme on dit dans notre jargon technique. Vous avez en première partie de belles troupes brésiliennes. Brésiliennes, tout à fait. Suivi du concert de Akon à Saint-Louis. À Dakar, au moment où on parle, vous commencez à entendre les premières sonorités. L'orchestra Baobab, le Sénégal Salsa Rythme et d'autres qui vont se faire. Et sur les deux sites, il y aura la déclaration de la fin du festival, disons officielle. Mais surtout, la belle annonce, c'est que demain, le 1er janvier, Akon a décidé de donner un concert gratuit à la place de l'Obélisque, gratuit pour nous autres, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cachet à payer, puisque toutes les manifestations du festival ont été des activités gratuites. Je voudrais profiter de votre antenne, ça n'a rien à voir avec le débat, mais pour rassurer tous nos collaborateurs, rassurer tous nos prestataires de services qui nous ont fait confiance, qui ont fait un travail du tonnerre pendant ces 3 semaines, qui se sont donnés corps et âme pour nous accompagner. Certains sont un peu affolés parce qu'on dit le 31 décembre, c'est la fin du festival. Et il se trouve que le 31 décembre, l'administration du festival continue à fonctionner. Et nous allons encore continuer à fonctionner jusqu'au 31 janvier 2011 pour régler toutes les questions d'intendance, de salaire, d'honoraires, de cachets et de rémunération. Et soyons rassurés, les bureaux du festival sont ouverts à partir de lundi et ne fermeront définitivement qu'au 31 janvier 2011 quand tout ce que nous devons à tous sera entièrement payé. Donc soyons rassurés de ce côté-là et je vous remercie de votre attention. Vous avez dû constater, amis téléspectateurs, que parfois j'ai appelé Aziz Monsieur le ministre, parfois je l'ai appelé Monsieur le délégué. Voilà, c'est parce qu'il porte plusieurs casquettes. Mais voilà, donc merci Monsieur le délégué d'avoir participé à ce débat. Alors tout de suite, nous avons accueilli Moubarak Lo
entre-temps. Merci donc, Monsieur Lo, vous êtes économiste. Quel regard est-ce que vous portez sur les chiffres qui ont été annoncés dans le message du président de la République tout à l'heure? Bon, dans l'ensemble, ce sont des chiffres confirmés par les statistiques officielles et par les statistiques des organisations internationales. Il y a peut-être sur le PIB par tête, je ne sais pas celui qui a mis ces chiffres dans le discours du président de la République, parce que c'est impossible statistiquement qu'entre 2000 et 2010 que le Sénégal puisse passer de 500 $ à 1300 $. Ce qui s'est passé, c'est que l'expert qui a peut-être donné ce chiffre a confondu, parce que vous savez, il y a plusieurs manières de calculer le PIB par tête. Vous pouvez utiliser le PIB par tête avec le dollar normal, disons. Et là, le Sénégal est plutôt autour de 650 $. C'est le taux actuel du Sénégal. Mais il y a ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat. La parité des pouvoirs d'achat, effectivement, ça renforce le PIB par tête des pays pauvres. Parce que vous savez, un dollar dépensé au Sénégal n'a pas la même valeur qu'un dollar dépensé aux États-Unis. Donc, entre 2000 et 2010, l'augmentation du PIB par tête, c'est plutôt autour de 15%, plutôt que 100% ou 150%. Mais de façon globale, les indicateurs économiques ont nettement progressé. Oui, sur les chiffres, l'agriculture, la scolarisation, les chiffres sur la santé. Bon, on va les prendre un an. Si on prend le PIB, la crise financière internationale, la crise économique aurait pu être dramatique pour le Sénégal. Tout le monde pensait que le Sénégal serait beaucoup affecté par cette crise. Parce que si vous regardez... La crise du riz, il y a 2 ans. Oui, la crise alimentaire. En fait, on a d'abord eu une crise alimentaire en 2007, crise alimentaire mondiale, mais à partir de 2008-2009, c'est devenu une crise financière et une crise économique. Quand la Banque africaine de développement a fait une étude et a montré que le Sénégal ferait partie des pays les plus vulnérables, parce que vous savez, on dépend beaucoup des transferts extérieurs, notamment de l'arrivée de touristes, etc. Et ces transferts avaient beaucoup chuté à l'époque. Ils ont chuté moins que prévu. Moins que prévu. Ce qui fait que l'impact sur l'économie a été moins faible que prévu. Parce que si vous regardez cette année, on anticipe un taux de croissance de 4%, parce qu'on est 31 décembre. Il faut attendre encore d'ici le mois de mars pour pouvoir réellement bien estimer l'année 2010. Mais je pense qu'on sera autour de 4%. L'année dernière, on a fait 2,2%. Et l'année 2008, on a fait 3,2%. Donc, on a tout le temps connu des taux de croissance positifs et légèrement supérieurs au taux de croissance démographique. Alors que si vous regardez les pays développés, la croissance a été largement négative. Est-ce que cela veut dire que le Sénégal ne s'appauvrit pas quand même? Parce qu'il y a énormément de débats passionnés, politiques parfois, autour de la pauvreté. Oui. Est-ce que 4% de croissance, vous avez dit tout à l'heure, et vous êtes un économiste, vous avez dit tout à l'heure que le taux de croissance était légèrement supérieur au taux de croissance démographique. C'est un indicateur important. Est-ce que cela veut dire que le Sénégal, quand même, n'est pas allé en dessous des seuils prévus de pauvreté? C'est ça. Disons que le Sénégal, chaque fois qu'il fait une croissance économique inférieure à 3%, bon, parce que le taux de croissance démographique, il est estimé à 2,5%, mais bon, avec les erreurs d'estimation, peut-être sur le PIB, parce que vous savez, le PIB, c'est une estimation, parce que le secteur informel, on l'estime. Vous ne pouvez jamais savoir ce que produit réellement le secteur informel. Donc, pour être précis, il faut plutôt viser au moins un taux de 3%, pour être sûr qu'on réduit la pauvreté. Donc, chaque fois qu'on dépasse 3%, on commence à réduire la pauvreté. Et maintenant, l'objectif, c'est plutôt de réaliser 7%, voire même 10%, parce que les gens parlent de 7%, mais pour moi, le bon chiffre de croissance, c'est 10%. Parce que quand vous faites 10% de croissance, vous allez faire... En Afrique, il n'y a que la Chine. Non, il y a beaucoup de pays. Le Botswana l'a fait, la Guinée équatoriale a même fait 30%. C'est tout à fait possible. Vous savez, c'est possible d'avoir un redémarrage. Mais si vous faites 10%, vous enlevez 3% de taux de croissance démographique, il va vous rester 7%. Et c'est ces 7% qui vous permettent de doubler le PIB par tête tous les 10 ans.
Donc pour que le Sénégal puisse doubler le PIB par tête tous les 10 ans, il faut qu'il fasse 10% de taux de croissance, pas 7%. Alors sur quoi s'est appuyé le Sénégal pour éviter la situation catastrophique qui a été annoncée par les statistiques? Bon, disons qu'il y a d'abord l'effort conjugué des émigrés. Vous savez, les émigrés ont maintenu l'effort en direction des familles. Parce que ce que les modèles économiques n'arrivent pas à bien apprécier très souvent, c'est le comportement de l'individu face à une crise. Parce que souvent on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Mais vous savez, le Sénégalais qui rencontre un choc, qui est émigré, qu'est-ce qu'il va faire? On peut anticiper qu'il va réduire le transfert et maintenir son niveau de consommation. Mais il peut faire l'inverse. Il peut réduire sa consommation et maintenir ce qu'il donnait à sa famille. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait que même si la chose a été difficile en Italie, en Espagne, l'émigré sénégalais a préféré maintenir ce qu'il donnait à sa famille, quitte à réduire son propre niveau de vie. Bon, il y a eu aussi la demande intérieure qui est restée soutenue, parce que la demande intérieure est un élément important pour relancer la croissance. Les transferts internationaux aussi se sont maintenus. C'est tout ça qui a joué pour expliquer le maintien d'une croissance positive et légèrement supérieure au taux de croissance démographique. Alors, en tout cas, nous avons accueilli donc Maître Amadou Sall de l'Alliance Soapi pour toujours, donc qui succède à Aziz sur ce plateau. Maître, bonsoir. Bonsoir. Quel regard posez-vous ce soir sur ce discours du président de la République? Oui, sur le discours du président de la République, force est d'admettre qu'au fond, c'est la prise en charge de l'espérance des Sénégalais. J'ai l'habitude de le dire, le président de la République, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Et c'est à la fois donc la prise en charge de l'espérance des Sénégalais, mais en même temps, c'est aussi un discours de vérité qui n'occulte pas les problèmes et les difficultés des Sénégalais. Mais c'est aussi les éléments d'un bilan d'une bonne gestion, en dépit d'un contexte international particulièrement défavorable. Comme l'a dit tout à l'heure Moubarak, il y a eu une crise alimentaire, il y a eu à la suite de cette crise alimentaire une crise financière et ensuite une crise économique. Et d'ailleurs, certains grands pays sont à genoux. Aujourd'hui, un pays comme la Grèce est à genoux, un pays comme l'Espagne est en difficulté, un pays comme l'Irlande est à genoux. Et c'est dans ce contexte-là où l'on pensait que des pays comme le Sénégal allaient totalement souffrir et être à terre. C'est dans ce contexte-là, ma foi, que des efforts considérables ont été faits. C'est vrai, il y a, comme l'a dit Moubarak, l'élément extérieur, les transferts des émigrés sénégalais, mais il y a aussi le comportement de notre économie, la bonne gestion de nos avoirs, de notre budget et au fond aussi la participation. C'est l'effort collectif des Sénégalais, de tous les Sénégalais, qui fait que malgré ce contexte difficile, on tient. Et c'est la promesse des fleurs. Nous pouvons espérer que déjà ce qui a été fait montre que l'économie est bien tenue et les perspectives sont bonnes. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir. Et il faut retenir en définitive également que au-delà des chiffres, parce que là, le problème des Sénégalais n'est pas un problème de chiffres. C'est à la fois un problème de chiffres et un problème de confort personnel, de consommation, d'évolution. Et donc, moi je dis, comme le dit le président, l'appréciation de la situation des Sénégalais se fait en fonction d'un certain nombre de critères, notamment l'accès à des services sociaux de base. Comme il dit, une grappe de manque. Est-ce que le Sénégalais, d'une manière générale, voit sa santé s'améliorer? Est-ce qu'il voit l'éducation de ses enfants s'améliorer? Est-ce qu'il voit la situation de ses revenus s'améliorer? Et quel est l'état du panier de la ménagère et de son environnement? C'est dans ces conditions-là qu'on apprécie l'évolution. Il y a des points très positifs qui ont été soulevés,
il y a des points qui est moins positifs que le président a soulevé, notamment tous les problèmes liés à la production d'électricité, au délestage et autres. Alors, deux questions, maître. Vous avez parlé de prise en charge de l'espérance. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais soient prêts aujourd'hui à entendre seulement une prise en charge de leur espérance? Première question. Deuxième question, vous avez parlé de bonne gestion. L'opposition dénonce, à côté de la bonne gestion que vous soulignez, les abus du pouvoir, la taille du gouvernement par exemple, le train de vie de l'État. C'est vraiment des critiques récurrentes qui reviennent. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, sur la première question, l'espérance. Vous savez, au fond, je l'ai dit et je le maintiens, le président de la République, c'est une rencontre entre une ambition, son ambition à lui, ce qu'il décline aux Sénégalais, et l'espérance des Sénégalais. Et c'est précisément qu'il y a cette rencontre qu'il est président de la République. Donc, au fond, les Sénégalais ont besoin aussi à la fois de vivre le présent, mais également d'être rassurés pour l'avenir, d'être rassurés pour leur futur. Et je dis que le discours du président de la République prend en charge cet aspect-là. Maintenant, il y a un deuxième aspect que vous soulevez, la gestion, les difficultés, elles existent. Personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Et c'est vrai, une opposition est là, elle fait son rôle. Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer, c'est de critiquer. On critique la taille du gouvernement, c'est bien. On critique surtout les dépenses, le train de vie de l'État. Moi, je veux bien. Je veux bien que l'on me dise, sur le train de vie de l'État, sur quel poste il faut agir pour diminuer. Parce que c'est très facile, au fond, lorsque on titille un peu parfois les difficultés des gens, on leur dit, voilà, une voiture a été achetée pour le président de la République, pour le ministre ou tel à temps, c'est des dépenses de prestige. Je veux bien. Moi, si l'on décide, parce qu'il y a ce que j'appelle moi, des actes et des vérités fédératrices des nations, qui expriment aussi quelque part notre commune volonté de vouloir vivre ensemble. Si on veut que nos ministres aillent à pied à leur travail ou qu'ils prennent le bus, qu'on le dise. Mais en ce moment-là, on dira, voilà ce que les Sénégalais disent. Et je ne pense pas que c'est ça que les Sénégalais veulent. Ce qu'il y a, c'est que, c'est vrai, il y a une opposition qui parle beaucoup, qui critique beaucoup sur ces questions-là, mais ma foi, c'est juste des mots et derrière les mots, il n'y a rien. Ce qui est important en dernière analyse, c'est que c'est une volonté de faire face aux problèmes des Sénégalais. C'est ça qui est le plus important et je pense que de ce point de vue, le président a fait un discours qui est un discours qui rassure, un discours serein, un discours qui tient compte de la vérité. C'est un discours de vérité. J'ai fait ceci, je vous promets ceci et je comprends votre situation en matière, par exemple, d'électricité. Faites-moi confiance, sous peu, j'apporte des solutions. L'économie affiche de beaux chiffres. L'économie au Sénégal, c'est la Sénélec. On a vu que beaucoup d'investissements ont été consentis, mais aujourd'hui encore, la société peine à fournir correctement en électricité les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises. La conséquence, on le sait, l'économie souffre énormément de cette situation. Quelle solution concrète croyez-vous que l'État est en mesure de proposer aux citoyens, aux entreprises? Oui, merci Madame Angélique Manga de votre question. Vous savez, vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des efforts énormes qui ont été consentis par le gouvernement du Sénégal. N'oubliez pas une chose, c'est le Premier ministre Moustapha Niasse, lorsqu'il était Premier ministre du premier gouvernement de l'alternance, qui avait décidé la déprivatisation de la Sénélec. En ce moment-là, j'étais l'avocat de l'État. Monsieur Ablaye Bathily, mon frère Ablaye Bathily, était ministre de l'énergie. C'était un impératif en ce moment-là de déprivatiser pour permettre à l'État de pouvoir faire d'énormes investissements en matière d'électricité. Ces investissements ont été faits. Mais comme je dis, la situation des Sénégalais a changé. Parce qu'avant, le menuisier, il avait son petit matériel, il n'avait pas besoin d'électrifier, de moderniser son entreprise. Aujourd'hui, le menuisier a modernisé, le mécanicien a modernisé, et même la consommation des ménages a changé, leur consommation d'électricité. Ce qui fait que la demande s'est développée. De telle sorte qu'au fond, comme l'a dit le président de la République, il y a un déficit structurel de production. En dépit des efforts qui ont été consentis, la production a été presque multipliée par 2. Mais malgré cette multiplication par 2, elle n'est pas suffisante.
il y a un problème. D'où également, comme le dit le président de la République, la nécessité de voir quels sont les goulots d'étranglement, où est-ce que ça ne marche pas pour pouvoir améliorer. Et nous y sommes. Il y a un deuxième aspect qui est important. Malgré les efforts qui ont été consentis, il se trouve simplement que n'étant pas, étant tributaire du fuel, donc du cours absolument fluctuant, mais à la hausse des prix du fuel, évidemment, là, il y a une difficulté. Soit on dit aux Sénégalais, faites encore un effort, un sacrifice, un dépit des sacrifices qui ont déjà été faits pour qu'on puisse gérer les problèmes de trésorerie, ce qui est absolument inacceptable. Donc vous savez, il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes de production, il y a des problèmes de distribution. Mais ces problèmes sont des problèmes structurels, des efforts ont été faits, les efforts, c'est vrai, sont énormes, ne sont pas suffisants. C'est la raison pour laquelle le président a lancé cette idée d'un audit énorme pour pouvoir faire face. Sur l'électricité, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement a commis à l'époque l'erreur justement de revenir sur la privatisation de la Sénélec parce qu'il se révèle aujourd'hui que la taille des investissements est immense et qu'à l'époque, Hydro-Québec, qui avait acquis la Sénélec, on aurait pu l'obliger à respecter tout simplement son cahier de charge. Monsieur le Premier ministre Moustapha Agnès, vous l'aurez dit, si on n'avait pas privatisé, aujourd'hui, ça aurait été une catastrophe. Parce que c'était une mauvaise privatisation. C'est comme ça se faisait à l'époque. On va vite, on subit un peu le diktat de certaines institutions sans avoir les moyens de discuter. Privatiser, ils ont privatisé. Ils ont fait une très mauvaise privatisation. Parce que en quoi elle était mauvaise? Elle était mauvaise parce que les objectifs de financement pour augmenter la production étaient nuls avec la privatisation. Donc Hydro-Québec n'était pas obligé de financer pour 1 kilowatt de plus, parce que les objectifs qui lui étaient assignés ont été atteints au jour de la signature de l'acte de privatisation. Donc il n'était pas obligé. Et le gouvernement du Sénégal n'avait aucun moyen pour les obliger à financer un surplus de production de 1 MW. Alors qu'on était autour de 150 MW, autour de 120. Au moment de la privatisation, l'État leur a cédé deux turbines qui faisaient plus de 20 MW. Donc les 150 MW, l'objectif de 150 MW était atteint. Donc le gouvernement était obligé, sous à l'époque la direction du Premier ministre Moustapha Agnès, de déprivatiser pour pouvoir faire les investissements nécessaires. C'est ce qui a expliqué que presque 800 milliards ont été investis pour doubler la production. Nous sommes aujourd'hui autour de 300 MW. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce que ne comprennent pas beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, il faut le dire, c'est que les chiffres consommés par le redressement de la situation et les résultats obtenus paraissent totalement en porte-à-faux. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous savez, je l'ai dit. Au début, moi j'ai un frère qui est menuisier. Au début, il avait un atelier, il avait quelques instruments rudimentaires. Non pas que la production n'ait pas augmenté. Aujourd'hui, on est à plus de 400, oui. La production a augmenté de plus de 100%. Presque 500 MW. Alors, le résultat, c'est quoi? Le menuisier qui était dans son atelier, qui avait des instruments manuels, le tailleur qui était dans son atelier de tailleur, qui avait une machine à pédale, sa situation a changé parce qu'il y a eu la promotion de l'artisanat local. Donc, il a fait des investissements. Donc, il consomme plus d'électricité, le tailleur. Parce qu'avant, quand il avait des délestages, le tailleur ne le sentait pas parce qu'il avait une machine à pédale. Aujourd'hui, quand il y a un délestage, le tailleur le sent. Quand il y a un délestage, le menuisier le sent. Donc, autant la production a augmenté, autant la demande a autant augmenté. Donc, au fond, il va falloir qu'on change un peu la perspective, qu'on ne se limite plus au fuel, parce que le fuel nous coûte très cher et nous ne pouvons pas faire subir l'augmentation par le consommateur. Donc il va falloir une solution, mais en attendant, Moubarak, quel est l'impact réel de ces manquements de la Sénélec sur l'économie? Y a-t-il des chiffres qui peuvent vraiment éclairer l'opinion sur tous ces manquements? Avant, parce que j'ai vu Moubarak écouter religieusement Maître Sall. C'est l'ancien porte-parole du gouvernement, donc il est bien informé. Mais est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec son argumentaire? Oui, je pense que, vous savez, Amadou, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très objectif dans ses analyses. Et il est rigoureux aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. L'énergie, c'est un problème très compliqué. Effectivement, il y a des problèmes d'offres au niveau de la Sénélec. On n'a pas assez investi
malgré les chiffres annoncés. Il faudrait d'ailleurs qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a dans les 700 milliards. Parce que si on compte dans les 700 milliards le carburant acheté, le fuel acheté pour produire, c'est toute autre chose. Donc, il faudrait qu'on... Peut-être que l'audit va nous clarifier. Bon. La production et les systèmes de distribution. D'accord, mais ce serait intéressant de savoir. Deuxième élément, vous avez la demande. Parce qu'effectivement, si vous avez une offre qui augmente avec un facteur de 2, mais une demande qui augmente avec un facteur de 5, bien évidemment, l'offre ne peut pas suivre. Parce que vous avez une population qui augmente. La capacité d'achat de la population aussi augmente. Vous savez, il y a beaucoup plus de Sénégalais qui rejoignent aujourd'hui la classe moyenne. Non pas parce qu'ils ont un emploi salarié, mais à cause du phénomène des transferts qui sont très importants dans notre économie. Ce qui fait que le problème de l'énergie, ce sera une course contre la montre parce qu'on a une offre qui va toujours avoir du mal à rattraper la demande. Si vous le présentez comme ça, les Sénégalais n'ont aucune raison d'être optimistes pour les prochaines années. À mon avis, vous savez, dans une situation de cette nature, il faut user du langage de la vérité. Il y a certains pays, je vais citer l'Éthiopie. En Éthiopie, on annonce aux ménages que si vous avez de l'électricité aujourd'hui, demain vous n'aurez pas d'électricité. Au moins les ménages sont informés. Ce qui, je pense, fait mal aux ménages, c'est qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sont délestés. Je pense qu'il faudrait faire un planning. On dit que d'ici le mois de mars, on a des difficultés et on dit comment l'électricité va être distribuée. C'est une information importante. Si le ménage sait à quoi s'en tenir, je pense que vous n'aurez pas ces manifestations parce que ce sera accepté. Deuxième élément, effectivement, il faut rationaliser l'approvisionnement. Le président de la République l'a dit dans son adresse. Sans doute, il y a des économies à faire. On peut peut-être acheter mieux et acheter moins cher. Ça, c'est des éléments à voir. Il y a aussi l'efficacité énergétique. Parce que le transport, peut-être, il y a des économies qu'on peut faire. Il y a des pertes sur le transport. Il y a aussi dans les économies d'énergie. On n'a pas assez éduqué les ménages sur comment consommer l'électricité. On a annoncé des lampes à basse consommation. Il faudrait généraliser l'usage de ces lampes. Ça a bien démarré, mais je pense que maintenant c'est devenu un peu plus timide. Donc voilà autant de mesures que le Sénégal... Diversifier les sources de... Diversifier le solaire. Le solaire, exactement, le solaire, je veux dire, c'est inadmissible que certaines communautés rurales ou des arrondissements continuent à avoir de l'électricité en utilisant l'énergie de la Sénélec. On aurait pu les aider, le gouvernement essaie de le faire, mais je pense qu'il faut accélérer le pas et utiliser le solaire. Le président ne l'a pas abordé dans son discours, mais il y a un vaste programme de diversification par les énergies alternatives et renouvelables, notamment le solaire. Et je pense que dans un premier temps d'ailleurs, mais il y a une petite controverse technique, il était prévu de créer des centrales dans le Ferlo, mais je pense peut-être qu'on viendra un peu plus bas. Donc il y a ça, il y a, le président l'a dit également, la centrale à charbon, dont les études sont terminées, le financement est acquis. Je pense que la construction a déjà commencé, mais il faudra attendre quelques temps pour voir le premier kilowatt produit. Donc il y a une volonté de diversifier. Nous ne pouvons pas continuer d'être au fond l'otage du fuel et de l'augmentation des produits pétroliers. Il y a une diversification qui se fait. Combien ce chiffre voilà. Vous savez, la Sénélec, le secteur énergétique pèse 2,3% du PIB du Sénégal. 2,3%, c'est la contribution du secteur énergétique au PIB. Donc quand l'énergie va mal, cette année, l'activité énergie a évolué négativement. Si vous regardez les chiffres de la direction de la prévision des études économiques, ça vient de sortir, l'activité énergétique a diminué. On a parlé de moins 18%. C'est énorme. Et quand l'activité énergétique baisse, c'est autant de baisse pour le PIB. Mais il y a aussi un effet indirect. Vous savez que la Sénélec contribue au PIB, mais également la Sénélec fournit des services aux entreprises, notamment au secteur industriel et aux services. Et si ça ne marche pas, bien évidemment, ça affecte la production industrielle, ça affecte la production des services, et in fine, c'est le PIB globalement qui est affecté. Donc, quand la Sénélec va mal, c'est toute l'économie qui va mal. Parce que tout à l'heure, le président disait, quand l'habitat va, tout va. Donc, je peux dire, paraphraser, en disant, quand la Sénélec va mal, l'économie va mal. Et donc, il faut souhaiter vraiment un redressement rapide de la Sénélec pour que l'économie puisse
enclencher la marche vers l'émergence. Parce qu'on ne peut pas avoir d'émergence économique avec un déficit énergétique très élevé, parce que même en termes d'attraction de l'investissement étranger, c'est un facteur que les investisseurs regardent. Sur la santé, je me réfère un mot. Le président de la République a parlé des efforts faits en direction de la santé. Pour 2011, parce que c'est l'époque des vœux, je pense que d'ici 1 heure de temps ou 2 heures, on va entrer dans 2011. Le vœu que je formule, c'est qu'en 2011, le Sénégal fasse vraiment des progrès sensibles vers la réduction de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle. Voilà un problème qui est un boulet qu'on traîne depuis des décennies. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons, alors que le pays fait beaucoup d'efforts dans le développement de postes de santé, de cases de santé, d'hôpitaux, mais malgré tout, nous sommes en Afrique parmi les pays les moins performants en termes de mortalité maternelle et infantile. Et j'ai une idée que je voudrais lancer. Et je voudrais demander au gouvernement de l'étudier. Peut-être que Amadou Sall va faire quelque chose pour que ce soit inscrit dans le budget 2011. Vous savez, il est toujours possible de faire des virements, des transferts ou de décider de nouvelles dépenses. Pourquoi ne pas prendre en charge gratuitement les frais d'accouchement des femmes qui donnent un enfant? Qu'est-ce que ça coûte? Dans une case de santé, ça coûte 25 000 francs. 25 000 francs. Les césariennes, c'est déjà gratuit, mais dans les cases de santé, les accouchements normaux ne sont pas gratuits. Et vous voyez une femme ou un couple qui n'a rien, comment ce couple peut sortir 25 000? Ce qui fait que parfois, certains essayent de naître dans la maison ou arrivent trop tard, etc. Ou bien ont des complications parce qu'ils sont mal suivis. Je voudrais suggérer que le gouvernement, que dès que la femme devienne enceinte, qu'il y ait un programme de gratuité pour le suivi, mais également pour aider la femme à se délivrer, et ensuite un suivi ex post, pour que réellement, c'est un moyen réel et précis pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Voilà une suggestion que je voudrais formuler pour 2011. Pour la prise en charge de ceux qui n'ont pas les moyens de leur santé, le président avait proposé l'implication des collectivités locales. Parce que chacun habite quelque part et paye des impôts, y compris des impôts locaux. Et pour le système de solidarité, l'État a déjà fait un premier pas en se solidarisant, disons, en élargissant la solidarité nationale aux personnes démunies qui ont plus de 60 ans et qui ont donc un besoin plus pressant de santé. Et le président de la République a proposé que les collectivités locales essaient de prendre en charge également les indigents. Donc qu'il y ait une participation des collectivités locales, étant entendu qu'on verra bien maintenant comment il va y avoir, tout cela sera géré entre l'État et les collectivités locales. Donc ça fait partie des préoccupations. J'ajoute simplement que les problèmes de santé font partie des objectifs du millénaire pour le développement. Et tout indique, malgré les difficultés, que le Sénégal a déjà fait énormément et certainement va atteindre les objectifs qui ont été assignés pour le millénaire. Il y a le premier problème qui est le problème de la natalité maternelle et néonatale. Il y a le deuxième problème qui est la prise en charge du VIH-Sida. Sur cette question, le Sénégal a fait des progrès considérables reconnus par tout le monde. Il y a le troisième problème qui est la lutte contre le paludisme. Et aujourd'hui, les soins sont gratuits pour le paludisme. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et le président annonce déjà la création d'un certain nombre d'hôpitaux régionaux. Je me réjouis, moi, en tant qu'originaire de la banlieue, de ce que nous avons à Pikine, plus exactement dans le camp Thiaroye-Gare, l'hôpital le plus moderne du Sénégal, ce qui est une avancée considérable pour des populations démunies. On parle souvent des populations de la banlieue en disant qu'ils ont les pieds dans l'eau. On oublie aussi qu'on prend en charge leur santé en leur octroyant un des hôpitaux les plus modernes de ce pays-là. Donc, de ce point de vue, des efforts considérables. Nous acheminons tranquillement vers la fin de ce débat. Et une dernière question, donc à vous deux. Nous ouvrons un petit peu une perspective. Beaucoup d'étrangers qui arrivent au Sénégal, regardant l'évolution de la ville de Dakar, regardant le niveau de vie des Sénégalais, nous interpellent parfois en tant qu'observateurs, en nous disant, nous avons l'impression que ce pays marche bien, mais il y a un petit quelque chose
qui manque pour créer le déclenchement, comme déclencheur pour que ça marche un peu mieux. Est-ce que ce soir, à l'orée de 2011, vous, en tant que Sénégalais, en tant qu'acteur influent dans la vie des Sénégalais, vous partagez la même analyse? Est-ce que vous avez peut-être identifié la petite solution? Oui, en tout cas, nous sommes à la porte de l'émergence économique. Nous ne sommes pas encore devenus un pays émergent. Parce que moi, je passe mes journées... Qu'est-ce qui manque comme déclencheur? Justement, ce qui manque, c'est plusieurs choses. Il faut d'abord des emplois. Vous savez, un pays qui va bien, vous ne verrez pas beaucoup de gens dans la rue. Il faut qu'on trouve beaucoup d'industries manufacturières dans ce pays pour pouvoir occuper ces jeunes. Et pour ça, il faut un environnement des affaires de classe internationale, comme on dit. Il faut des jeunes formés. Le Doing Business nous place 152e. Il faut donner une formation qualifiante aux jeunes. Je pense qu'il faut renforcer la formation professionnelle et technique, faire en sorte que les jeunes choisissent des filières leur permettant d'avoir de l'emploi. Et ça permettrait déjà, vous verrez, que la qualité de vie va s'améliorer. Parce que quand vous n'avez pas d'emploi, bien évidemment, vous allez essayer de survivre en vendant dans la rue. Parce que ceux qui vendent dans la rue, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Je pense que s'ils avaient la capacité de travailler dans une usine, devant une machine, ils vont accepter de troquer. En tout cas, c'est ce que je dis à mes jeunes Lougatois, chaque fois que je les vois. Essayez de vous former et essayez d'entrer dans une entreprise plutôt que de chercher simplement à aller en Espagne ou en Italie. Parce qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est vraiment d'aller en Italie ou en Espagne. Alors qu'il faut qu'ils cherchent du travail au Sénégal. C'est ici que l'avenir doit se décider pour ces jeunes. Alors, maître. Oui, merci Ibrahima. Il y a 12 ans, aucun Sénégalais ne pariait sur une production de riz de 600 000 tonnes par an. Il y a 12 ans, aucun Sénégalais ne pariait sur une production agricole vivrière de 2 600 000 tonnes par an. Il y a 12 ans, aucun Sénégalais ne pensait avoir les équipements en termes d'infrastructures routières que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi? Nous avons en si peu de temps fait tellement de choses. Parce que fondamentalement, ce que j'ai dit, il y a une ambition. Et cette ambition, c'est l'ambition d'un orfèvre en la matière. Je peux dire quelque part que Abdoulaye Wade est à l'économie, ce que Senghor était à la culture. De telle sorte qu'au fond, en un temps record, il nous a fait des routes incomparables. Et je dis, contrairement à ce que disent certains, que les routes aussi, ça se mange. Parce que les routes participent au panier de la ménagère. Allez demander aux populations de la banlieue, ceux qui viennent de Pikine, de Guédiawaye, de Thiaroye, de Yeumbeul et de Keur Massar, qui mettaient 2 heures de temps, qui se levaient à 5 heures du matin pour arriver à Dakar, espérer arriver au centre-ville à 9 heures. Aujourd'hui, en 30-40 minutes, ils arrivent, ils vont au travail. Allez demander à la femme enceinte de 9 mois qui quitte Déni Biram Ndao ou qui quitte Keur Massar, qui en 30 minutes ou en 15 minutes arrive à Thiaroye ou en 30 minutes arrive à Dakar, c'est parce qu'il y a des routes qui le permettent. Donc je dis, ça participe et ça contribue également au développement de l'économie. Et ce qui manque, c'est un tout petit peu. Vous savez, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas beaucoup de choses, et énormément de choses ont été faites. Il nous manque un tout petit peu qu'on parle moins, qu'on travaille un peu plus, qu'on change nos mentalités, et tout le monde devrait y participer. Et la société civile, et nos chefs religieux, les marabouts, le clergé catholique, tout le monde, les leaders locaux, que les partis politiques y participent, devraient y participer en éduquant leurs militants. Pour peu qu'on soit serein, pour peu qu'on croit en nous-mêmes. Parce que nous sommes en train, comme disait le président, il faut qu'on prouve le mouvement en marchant. Et le Sénégal est un des rares pays au monde où les gens marchent, fonctionnent, se développent et à un moment donné s'arrêtent et s'interrogent. Est-ce que je suis capable de marcher alors qu'ils sont en train de défiler à vive allure? C'est ce peu-là qui manque. Et je pense que nous y arriverons peut-être certainement dans des délais relativement courts.
Donc, merci Maître, merci Moubaraklo, en espérant que 2011 va fortement contribuer encore à la marche du Sénégal vers le progrès. Rien que quelques heures encore et nous allons entrer dans une nouvelle année avec donc nos vœux anticipés, les vœux de la RTS. Nous allons avoir plus tard l'opportunité de revenir vers vous pour ces vœux. En attendant, restez avec nous. Nous avons une grosse soirée festive qui va commencer tout de suite après ce débat. Le Bembeya Jazz National nous attend tout de suite dans un coin et vous allez apprécier toute la soirée avec Akon, avec de la musique cubaine, Aragon, Jody Pacheco, de la musique locale à partir du monument de l'Obélisque. Nous avons tout un dispositif de la RTS pour vous faire vivre devant votre télévision une nuit de réveillon de rêve. Merci donc d'avoir suivi ce débat. Excellente nuit de réveillon.